Il est 20h dans l'arrondissement de Penka-Michel, région de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, Zulembe Visay. Good evening to you as well, viewers. Thanks for joining us in this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our lone top story, the first national vice president of the Social Democratic Front Party, Honorable O.C. Joshua, is at the verge of being vomited out of the Littoral branch by the president and other members. Jean-Michel Nincho accused him of self-excluding himself from the party after going against rules and regulations of the party by signing a letter that was included included 61 members of parliament with an robust majority from the Cameroon People's Democratic Movement to the U.S. senators. And according to the NEC members, the letter filed in by Jean-Michel Nincho is admissible, noting that it will be examined by the legal department of the party and with accordance to provisions of the party's rules and regulations, and the report of the final action will be delivered by the legal department within 3 weeks from the date the NEC meeting held. That was Saturday, May the 8th, 2021. La tête de Joshua aussi passera-t-elle à la guillotine du 8.2 ou pas? La pétition de son exclusion formulée par le SDF du littoral a été jugée recevable et transmise à la commission juridique du parti pour examination. Tombera-t-il ou pas? Cette instance a 15 jours pour décider de son sort. Voilà pour le sommet. Une fois encore, bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous recevoir chez vous. C'était la résolution la plus attendue du Bureau exécutif national du Social Democratic Front tenu ce week-end à Yaoundé. La pétition de l'exclusion du vice-président Joshua aussi formulée par le SDF du littoral a été jugée recevable et transmise à la commission juridique du parti pour examination. La dite instance dispose désormais de 15 jours pour décider de son sort. Jean-Paul Chouniat pour plus de précisions. La décision d'exclure définitivement ou de maintenir le député du Social Democratic Front se joue désormais à la commission juridique du parti. Le National Executive Committee a jugé recevable la pétition du SDF littoral reprochant au premier vice-président national Joshua aussi d'avoir posé des actes contraires à l'idéologie du parti de la balance, notamment la signature d'une pétition de commun accord avec des députés du RDPC sans l'aval préalable de la hiérarchie du SDF. Des assises du NEC de ce week-end à Yaoundé, l'on retient que cette instance juridique a 15 jours pour décider si la guillotine de l'article 8.2 tranchera la tête du député de Voré-Centre. Le verdict du sort politique du premier vice-président du SDF est attendu dans 3 semaines. De même, le NEC demande au député Jean-Michel Nincho de surseoir toute exclusion du militant Joshua aussi des rangs du SDF littoral jusqu'à publication de la décision finale de la commission juridique, mentionne le communiqué final signé du chairman Nijon Fundi. Deuxième champ de mine où l'honorable Joshua aussi devra marcher avec précaution, c'est le rapport d'activité des différents scrutins auxquels le SDF a concouru, les municipales et législatives du 9 février 2020, mais surtout le rapport attendu depuis 3 ans d'une participation catastrophique à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 où le SDF avait mordu la poussière, réalisant un score de 4e avec 3%, jamais engrangé par le parti depuis le premier galop d'essai à la présidentielle de 1992. Au-delà de l'actualité brûlante interne au Social Democratic Front, le National Executive Committee demande au gouvernement de Paul Biya de diligenter des enquêtes approfondies sur la gestion de plusieurs centaines de milliards de francs CFA affectés à la lutte contre la Covid-19, mais au cœur de vastes réseaux de détournement et de corruption dénoncés par Jean-Michel Nincho et des organisations de la société civile. Au chapitre purement sanitaire, Nijon Fundi et ses camarades appellent le régime de Yaoundé à éclairer le peuple camerounais sur la controverse née des vaccins anti-Covid et la vaccination mi-facultative, mi-obligatoire en cours dans le pays. L'arrondissement de Penka-Michel dans le département de la Menoie, région de l'Ouest Cameroun, a mal à ses routes.
Des bourbiers géants compliquent la mobilité des riverains et l'écoulement des produits agricoles vers les centres urbains. L'exécutif municipal, informé de la situation, entreprend l'aménagement de ces axes routiers en piteux état. Leclerc Saquin. Penka-Michel, comme de nombreuses autres communes de la région de l'Ouest, mal de ces infrastructures de base, notamment la desserte municipale. Certains tronçons qui permettent de relier les villages entre eux se trouvent dans un état piteux. Tu achètes les amortisseurs, ça ne peut même pas faire 2 mois. Ça se gâte. Même nous, quand tu travailles jusqu'à tu arrives à la maison, tu n'arrives même pas à dormir. Un état de choses qui ne rend pas facile la vie aux populations de ces localités qui vivent essentiellement des activités agricoles. On avait des difficultés à passer, surtout sur le chemin, l'eau stagnait là chaque fois, parfois il fallait passer avec les nageoires. Quand tu passes avec la moto, tout l'eau là qui t'envahit même. Parfois même tu arrives le moteur, tu es en bas même dans l'eau, tu mets même les pieds dans l'eau. Afin d'alléger les souffrances de ces populations, l'exécutif municipal a récemment entrepris une série d'activités qui vont du profilage des routes à la construction des ponts dans le souci de désenclaver ces bassins agricoles en facilitant l'écoulement des produits issus des champs et les centres urbains. Vous savez, dans le cadre de l'intercommunalité, il y a une entreprise, n'est-ce pas, qui a donné tout un package qui comportait l'entretien des pistes à Penka-Michel, Fouquet et Atchan. L'entreprise a été incapable, n'est-ce pas, de réaliser. On s'est battu pour séquencer. C'est ainsi que les routes qui concernaient Penka-Michel ont été attribuées, n'est-ce pas, par voie de compétition à une entreprise GTP. Oui, aujourd'hui, je crois que je suis largement satisfait parce que des endroits, des pistes, n'est-ce pas, qui étaient carrément impraticables, ont été déblayés, c'est devenu désormais des routes. Ceux qui vont à Fouquet passent sur cette route qui dessert également Penka-Michel. Ceux qui vont en Conwy passent par cette route qui dessert également Penka-Michel. Au moment où nous commençons, il n'y avait que des pistes. Pistes et marécages. Vous avez vu, on a rendu des pistes en des grandes routes, facilement praticables. Il n'y avait que des pistes. On a rencontré beaucoup de difficultés ici avec des riverains. En ce qui concerne le matériau, nous sommes allés au-delà même du budget. Ceci rentre dans le cadre du projet d'appui aux infrastructures rurales et au développement participatif de Grassfield. Que sont devenus les employés de l'ex-société forestière et industrielle de Belabo Sofitel dans la région de l'Est, 26 ans après la fermeture de cette entreprise suite à une privatisation ratée? Les ex-employés réclament toujours la totalité ou le paiement de la totalité de leurs droits par l'État du Cameroun. Ils se sont exprimés ou ils s'expriment dans ce reportage que signe Benjamin Lessin. Belabo, le piètre visage d'une ville qui a pourtant connu un passé glorieux. L'histoire de cette ville dite du pétrole à cause de la station de pompage du pipeline Tchad Cameroun se conjugue au passé avec la société forestière et industrielle de Belabo, la Sofibel, qui a fermé ses portes le 4 décembre 1995. Voici ce qui reste de la Sofibel. On s'est retrouvé que la police avait occupé le site et chacun, pour nous qui étions par exemple au bureau, on t'accompagne dans ton bureau, on te dit seulement de prendre ce qui t'appartient. On avait déjà tout bloqué, c'est-à-dire que les gars bousculaient les billes, on prenait une bille par exemple en haut, on basculait la bille pour aller fermer les portes, les entrées quoi. 26 ans après, si la ville reste l'ombre d'elle-même, quelques employés de l'ex-Sofibel gardent de bien mauvais souvenirs. Quand 700 personnes viennent subitement dans le camp des chômeurs, ça ne fait pas bien. Belabo sans Sofibel, c'est une ville morte. Une ville morte. Nous sommes obligés, n'est-ce pas, de subir. C'est comme un arrêt cardiaque. Et pourtant, ces employés avaient vu venir le naufrage, mais personne n'y croyait véritablement pour une société qui utilisait près de 700 travailleurs. Ils nous ont dit qu'il y aura la fermeture. Et après, ils ont commencé à ne pas nous payer à temps. Des fois, on nous donnait 1000 000 par mois. On nous a même imposé des ajustements de protocole d'accord, voilà, en baissant les salaires. Jusque-là, les ouvriers ont supporté, mais ça n'a rien donné.
Il nous arrivait même de toucher 500 francs par mois, à la fin du mois. À propos des droits à reverser à ses employés, près de 50% attendent toujours d'être payés. Actuellement, nous réclamons 50% de nos droits à l'État. Oui. Tout ce qu'on nous a payé au moins par 3 ou 4 fois, ça a donné 50%. Ils nous ont donné l'argent, mais pas l'entier. Tu vois? Ils donnaient à moitié, à moitié, à moitié. 26 années après, l'Oussi de l'ex-Sofibel ressemble à un véritable champ de ruines, une forêt giboyeuse au cœur de la ville de Belabo. Sofibel, comme on l'appelait, le géant des bois tropicaux, était vraiment un empire. Mais malheureusement, il est devenu, n'est-ce pas, l'ombre de lui-même. Les expatriés doivent partir et les nationaux doivent commencer à diriger l'entreprise. Et les nationaux prennent l'entreprise et tout de suite la descente aux enfers commence. Les arriérés de salaire, les machines qui tombent en panne et qui ne peuvent pas être réparées, les cadres qui sont plus nombreux que les ouvriers et qui coûtent cher. Des regrets pour une privatisation qui avait mal tourné, jetant en pâture des familles entières. Qu'on nous paye ce que nous réclamons. Et s'il y a possibilité de restructurer une structure comme celle-là. On regrette parce que le village a subi, la ville a subi. Si Sofibel devait encore être en train de tourner, nous aurons aujourd'hui une ville de près de 100 à 120 000 âmes. Le site abandonné pourrait servir à la commune pour des projets appropriés. Notre vœu ici, c'est de remettre, n'est-ce pas, à la commune de Belabo toutes les installations restant de Sofibel, pour que ça puisse revenir à la commune pour l'exploitation. Par exemple, le camp 4, nous pouvons, n'est-ce pas, refaire ce camp. L'implémentation du projet de redressement économique et social pour l'amélioration des conditions de vie des populations de l'extrême nord Cameroun, 4 communes sur 47 ont la lourde responsabilité. Le président du conseil régional souhaite que le dit projet soit étendu sur toute la région. Le comité de pilotage vient de se tenir à Marois. Le compte rendu, c'est dans ce reportage que signe Amadou Daïrou, d'Alastiana, Flavien Valondo. La riziculture, l'agriculture et l'élevage sont entre autres secteurs soutenus et développés par des partenaires pour le développement des communautés villageoises de la région de l'extrême nord. Et j'ai découvert aussi beaucoup de bonnes choses. Par exemple, la pisciculture, comment développer la pisciculture, comment fabriquer le compost, comment produire les fiderbia, l'arbre qui permet d'enrichir le sol. La sécheresse étant parfois un frein pour l'élevage et l'agriculture dans le septentrion, des organisations non gouvernementales qui se sont engagées à proposer de nouvelles stratégies afin d'améliorer les conditions de vie des populations ont choisi 4 communes d'arrondissement sur les 47 que compte l'extrême nord pour donner le ton de cette opération. Il faudra qu'on invite les responsables de Rizilac pour qu'ils viennent présenter aux 90 conseillers régionaux la façon de s'y prendre pour engager la population au développement local et à améliorer leur production et à les former. Savoir comment on peut capitaliser pour étendre cette expérience sur les 47 communes que compte la région. Et l'un des aspects qui pourrait freiner ces projets de développement est le volet terre, qui reste bloqué par l'administration locale. Les contraintes que les responsables du projet ont observées sur le terrain, problématique de l'accès à la terre, surtout pour pouvoir implémenter certains projets, notamment liés à la restauration et à la réhabilitation de certaines terres qui devraient aider dans le développement du secteur primaire, notamment de l'agriculture et même de l'élevage. Ces projets, quoique difficiles dans leur réalisation,
la formation des personnels des communes concernées et la mise en place de nouvelles stratégies dans le but de contrecarrer les obstacles font avancer les travaux sur le terrain des projets. À travers les pratiques et les bonnes leçons que nous avons partagées, on se rend compte, et vous avez suivi le témoignage des maires, pour dire qu'aujourd'hui, on assiste à une vraie action communautaire, collective au sein des communautés qui hier vivaient seulement ensemble mais n'agissaient pas ensemble. À travers ces projets justement, les conditions de vie des populations des zones rurales dans la région de l'extrême nord pourraient être améliorées. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Thank you, Julien. Good evening once again, and to you viewers, good evening. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. We begin first with the National Executive Committee, NEC, of the Social Democratic Front opposition political party that has received a file containing the dismissal of the first National Vice President of the party, Honorable O.C. Joshua, from the SDF Littoral branch. The admission does not imply the NEC has supported Jean-Michel Nincho, SDF Littoral Regional President, and his team. It only means the Judiciary Committee will investigate the legality of the case and decide if there was a service exclusion that warranted Article 8.2 on the part of John O.C. Joshua. The party's legal department, upon studying the file in accordance with the party's legal provisions, will have to report in 3 weeks from dates of the NEC meeting, that is Saturday, May 8th, for appropriate action. Another resolution in line with these calls on the regional chairman of the Littoral to desist from trying to execute the provisions of Article 8.2 when the case has been presented to the NEC for action, and calls on all members of the party to strictly respect the party's communique put out by the Secretary General in respect of carrying internal party debates to the media. On March 21st, 2021, the Littoral Regional Branch of the SDF said Joshua O.C. had self-excluded himself from the party by going against the party discipline, notably by signing a document alongside 61 other members of parliament with the CPDM-based majority addressing to members of the U.S. Senate. It, however, seems more like the first national vice president is set to work on a minefield by NEC that re-instructs him to prepare the reports of the last presidential, parliamentary and municipal elections that were managed under his supervision in written form and forwarded to the Secretary General and the relevant committees for appraisal and discussion in the next NEC meeting. And we now talk something else about circulation that was witnessed along the Akum Road, that's in the northwest region of Cameroon today at about 5 p.m. following rainfall. And according to reports that is coming on from the passengers, the heavy rainfalls made the seasonal roads muddy with a vehicle stock and equally preventing other vehicles from reaching to Bamenda, and equally vehicles that are leaving Bamenda to other parts of the region. As you can see in the images, circulation was hampered, and persons were equally compelled to move out of their buses or equally to trek before their vehicles could make a way for them to continue their journey. That was as a result of rainfall in the evening. That was about 5 p.m. And we move to the west region of Cameroon, where hundreds of commercial motorbike riders went on rampage. And according to informations, the motorbike riders in Babaju on Saturday equally were protesting against the arrest of 3 riders for not using the path reserved for motorbikes. They were arrested by elements of the Babaju Gendarmerie Brigade, and more than 40 bikers besieged the premises of the divisional officer, mayor, and member of parliament for the constituency to mount pressure on them. The Muda Gendarmerie Legion commander intervenes and released the 3 bikers, restoring calm in
an already tense atmosphere. We talk about the mayor of Fumban Council, that's Tomaino Damjoya, who has visited the courthouse in Fumbos that was burnt recently by the angry population after the death of an inmate, and that was effectuated on Saturday. And the mayor called on the population to remain disciplined. Details in this report compiled by Smanjukan Gabriel. Some days ago, a protest of the population in Fumbot led to the burning of the Fumbot Court of First Instance. Patricia Tumainon Damjoya, the mayor of Fumban, was at the site. Just like the recent outing of the Minister of Territorial Administration, the mayor says conditions should be given for those who are to have arms to limit such destructions. If one has to use arms, it should be an order from the administrative authority. The justice system that doesn't carry out its functions well give chance for illegalities. The mayor says it is because of the existence of favoritism that the population took the law into their hands. The population, no matter who it may be, the poor citizens who don't have people to back them are those who have taken laws into their hands. The mayor, Patricia Tumainon Damjoya, descended to the fire incident scene alongside members of her UDC party. It will be recalled that the courthouse of Fumbot was burned down by angry population after a sick inmate was denied to go to the hospital for treatment. And we take you to the central region of the country, where the Minister of Defense, Joseph Betty Somo, has called on security heads to sit up in order to better handle the security challenges in the conflict-hit northwest and southwest regions of the country. He was speaking during a security meeting, saying the use of improvised explosive devices is common in the northwest and southwest regions. Immaculate Fogwe tells us more. Explosive devices have now become major weapons used in the conflict-hit northwest and southwest regions. During a security meeting presided by the Minister Delegate in charge of Defense, Joseph Betty Asomo cited a number of deaths like that of Becky Jeme Iyabo, the Divisional Delegate of Communication in the Momo Division, and 5 soldiers who lost their lives following the explosion of an improvised explosive device planted by separatist fighters along Jikwa in the Momo Division. For a while, separatist fighters have been using sophisticated improvised explosive devices on security forces, though some separatist fighters have laid down their arms and are now living in DDR centers. Others have continued carrying out atrocities in both regions. The minister went ahead to say that an important quantity of weapons have been seized by his boys while they were on the battlefront. He adds that a good number of the weapons were voluntarily given to them by repentant separatist fighters. Citing the battle-hit north, Adamawa, East and Far North regions, Joseph Betty Asomo says the security situation is under control. The security heads during the meeting agreed to put in more effort in order to counter insecurity in the country. And that report ends this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Stay put. Up next, La Vérité en face. Julien-Bert Bissaye. Nice evening. Up next, La Vérité en face. Merci, je vous souhaite une excellente soirée. Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. À suivre juste après votre programme dominical La Vérité en face, avec comme invité François-Marie de Borgia, journaliste et homme de science. Bonne soirée à tous.
Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.